Hello petit Penter, comment que ça va bien? Bah moi ça va. Bon là, on va parler vraiment sérieusement. Les 17 erreurs quand on achète sa maison ou son appart. On dit souvent qu'il faut faire construire au moins 2 maisons pour éviter les conneries. Si je puis me permettre d'ajouter ma fraise au gâteau, bon cela cerise mais on s'en fout, eh bien je dirais qu'il faudrait beaucoup plus d'argent pour acheter beaucoup plus de baraques. Mais comme je te sais pauvre et un peu vénal, je vais t'éviter tout cela en te dispensant mes conseils d'artisan et toute l'expérience que cela induit. Le but de cette vidéo est de t'aider à reconnaître les conneries avant que tu n'achètes. Ça va arriver pêle-mêle, alors prends un stylo et un bloc-notes et ouvre bien tes écoutilles. Expression de la Grande Guerre, mais tellement heureux de pouvoir la remettre au goût du jour. Tu es le futur heureux acquéreur d'un appartement ou d'une villa, du neuf ou de l'occasion. Voici mes conseils. Conseil numéro 1, les assurances. Le plus important dans une maison, c'est la structure même. Un appartement ou une maison a une décennale qui, comme son nom l'indique, débute à l'achèvement des travaux pendant une période de 10 ans. La décennale, c'est une assurance, mais elle ne s'applique qu'aux grosses œuvres, et plus généralement à tout ce qui pourrait impliquer la solidité de l'édifice et mettre en danger ses occupants. Donc, oublie la peinture, le carrelage, etc. Ça ne rentre pas en compte. En revanche, la maçonnerie, l'électricité, la charpente, la plomberie, etc. en font partie. Sache que lorsque tu achètes une maison à un particulier, tu ne seras pas couvert par ce que l'on appelle les vices cachés. Un vice caché est une anomalie du bâtiment que l'on ne peut pas voir sans une recherche, comme par exemple un sol meuble entraînant le mouvement du terrain sous la maison et de facto une déformation de la structure. Les vices cachés sont nombreux. À vous de vous rapprocher auprès d'un avocat spécialisé dans l'immobilier. Seuls les professionnels ont des assurances pour ça, donc à toi de voir à qui tu achètes ton bien. C'est vrai que certaines agences se font littéralement des couilles en or sur le dos des vendeurs, mais les assurances ont aussi un prix et les recours en justice également. Conseil numéro 2, les fissures extérieures. La première chose qui doit te mettre la puce à l'oreille, c'est bien sûr les fissures. Même s'il est vrai que toutes les fissures ne sont pas un danger pour la solidité de l'édifice, il n'en demeure pas moins qu'une maison toute neuve ne doit pas en avoir. La dangerosité dépendra de l'endroit exact où se situe là où les fissures, leur nombre et leur taille. Nous n'allons pas voir toutes les fissures où on perdrait trop de temps, mais sachez que les fissures, autres que structurelles, apparaissent quand la bâtisse bouge sur le sol. Ça peut être dû en présence d'un sol argileux, caillouteux et souvent sur des fondations mal adaptées, comme la présence ou non de pieux sur un sol meuble. C'est pourquoi l'étude de sol est obligatoire. Les fissures extérieures sont les plus visibles. Un tour du proprio, même si c'est un appart, et vous les verrez tout de suite. Elles peuvent être localisées à l'endroit exact où se situe le plancher des étages, ou sur la semelle des fondations, l'endroit exact de la première rangée de parpaings ou de briques sur la chape. Il peut aussi y en avoir autour des menuiseries, ce qui est souvent le cas sur des cadres de menuiserie préfabriqués. Il peut également y en avoir au niveau du chaînage du haut des murs ou aux angles de la maison. Elles peuvent suivre une forme rectiligne quand il s'agit d'une ligne entière de parpaings, mais elles peuvent également être sournoises, suivre plusieurs lignes de moellons sur plusieurs niveaux, formant une bien jolie fissure en forme d'escalier pour chien, sans pour autant commencer en bas ou en haut du mur. C'est la difficulté. En fait, il peut y avoir des fissures partout. Si ces fissures sont importantes, elles entraîneront d'autres désordres intérieurs qui seront visibles et qui devront vous faire tilter. Et voyons cela à présent, je te prie. Troisième conseil, les fissures au plafond. Sur un plafond, grand classique, si la maison est neuve, ça n'est pas normal. Hormis le plafond qui prend position sur deux structures aux matériaux différents, comme par exemple un plafond engourdi suivi d'un placo traditionnel sous fermette, peuvent entraîner le mouvement des plaques de placo très rapidement. Et dès la réalisation des joints de placo, une fissure peut apparaître à ces endroits. Ça n'est pas normal, mais ça n'est pas si grave non plus. Conseil numéro 4, les fissures sur les murs intérieurs. Les fissures peuvent être sur les murs, mais là encore, tout dépend où elles se situent. Le classique, et qui n'est pas forcément grave, se situe aux impostes des huisseries. Souvent, pour ne pas perdre de temps, les plaquistes découpent le placo le plus simplement possible. Oui, mais en faisant ça, ils créent un joint aux endroits les plus fragiles d'un pan de mur, comme cet endroit. Lorsque vous fermerez ou claquerez une porte ou une fenêtre, ou que le vent s'en chargera, vous risquez de voir apparaître ce genre de fissures. Elles ne sont pas structurelles, mais esthétiques. C'est assez difficile à faire disparaître complètement puisque le placo a été mal posé. Conseil numéro 5, les fissures intérieures au sol. Les fissures les plus dangereuses se situent au sol, au niveau du carrelage. Regardez le pourtour de la pièce. Vous pourrez constater si le sol a bougé en la présence d'un vide sous la plinthe. Entre la plinthe et le sol, si tu préfères. Cela signifie immanquablement que la chape s'affaisse. Et c'est assez grave pour ne pas acheter cette merde. Il arrive que le sol ait tellement bougé qu'une fissure passe en plein milieu du sol, coupant littéralement les carreaux de carrelage déposés avec amour. À ce moment, il suffira de sonder les carreaux à la main et vous verrez qu'autour de la fissure, ça sonne creux. En toute
tout état de cause, si vous ne pouvez pas exiger une expertise, assurance ou entreprise spécialisée à la charge du vendeur, pas la peine de vous engager plus. Conseil numéro 6, visitez une maison meublée. Le plus difficile dans tout ça, c'est de détecter les anomalies lorsque le bien est meublé. Un meuble peut cacher facilement des fissures, encombrer une pièce et rendre difficilement détectables des défauts au plafond. Bref, tant que c'est meublé, laisse tomber. Conseil en cas de coup de cœur, demandez une contre-visite lorsqu'il n'y aura plus un seul meuble. Visitez une maison avec les proprios. Aïe aïe aïe. La même chose que pour une maison meublée. Lorsqu'elle est encore meublée des proprios, c'est pas terrible. Déjà parce qu'un proprio, en règle générale, n'est pas un pro de l'immobilier. Et je t'assure que c'est gravement lourd le mec qui se prend au jeu du vendeur immobilier alors qu'il est facteur. Je n'ai rien contre les facteurs. Oui, alors là, vous voyez, c'est une porte. Ah bon là, c'est la cuisine, et comme vous pouvez le voir, elle est équipée. Ah. Alors là, c'est un couloir avec 2 murs et des portes de chaque côté. Alors là, on est assez fiers, en regardant les émissions Stéphane Plaza, on a repeint entièrement le carrelage dans la douche. Oh. Ensuite, parce que le mec va tellement vouloir bien faire, que tu vas passer forcément à côté de tout un tas de choses. C'est beaucoup plus facile quand t'as pas d'interférence dans la visite. Bon, il y a aussi les vendeurs casse-rouleau, qui te saoulent d'infos inutiles, qui au contraire te laissent faire la visite tout seul. Ouais, allez-y, j'ai ouvert, démerdez-vous. À tout à l'heure. Alors dans une maison neuve, il y a d'autres astuces à connaître. Tu t'adresseras au maître d'œuvre en cas de problème sur le chantier. Et si tu fais faire ta maison par des artisans, le maître d'œuvre, ça sera toi. Il est bon de savoir quelques petites choses alors. Conseil numéro 8, vérifier le plan avant signature. Toutes les petites erreurs doivent être vérifiées sur le plan avant que tu ne le signes chez le notaire. Parce que je t'assure qu'on ne remplit pas tous ces papiers pour le fun et que si tu as signé, tu ne pourras agir que sur ce que tu as signé devant notaire. Vérifie donc bien l'emplacement des pièces, des portes, etc. Vérifie et revérifie tout, pièce par pièce, et pense au prochain conseil que voilà. Conseil numéro 9, vérifier les prises et interrupteurs. Alors ça paraît idiot, mais un interrupteur planqué derrière la porte que tu viens juste d'ouvrir, c'est pas sa place. Il doit être à disposition dès que tu rentres dans la pièce, qu'il soit devant ou dehors. Un électricien sérieux et de confiance t'aura mis tous tes interrupteurs, télérupteurs ou prises droites. Horizontale. Si c'est toute traviole, pose-toi des questions sur le sérieux du bonhomme. Bon, c'est même peut-être un peu trop tard quand même. Pareil, les enjoliveurs d'interrupteurs, sauf si c'est toi qui fais la peinture, ne doivent pas être mis tant que le peintre n'est pas passé. Il existe des caches en plastique à mettre à la place le temps de la mise en peinture. C'est secondaire, mais l'électricien qui te prépare le terrain comme ça est sérieux. Et tu peux même faire l'amour avec lui, si affinité. Ne lésine pas sur les prises, même si ça doit faire augmenter la note, mieux vaut des prises inutiles que d'en manquer. Veille à ce que chaque mur en possède assez. Dernier conseil, il arrive que l'électricien se plante dans la position d'un inter ou d'un plafonnier. S'il est pas trop con, il devrait réparer sa connerie. En revanche, vérifie qu'il rebouche bien le trou. C'est pas au jointeur de revenir et de rattraper ce que l'électricien a fait. Bon après, si c'est une quiche en enduit, il vaut peut-être mieux que tu le fasses toi-même. Conseil numéro 10, vérifier le sens d'ouverture des portes. Une porte peut aussi bien s'ouvrir dans le WC, qui lui est très petit, te laissant peu de place pour refermer la porte, à moins que tu fasses un méga régime. Bon, de facto, si tu m'invites chez toi, j'irai pisser dehors. Ce genre de pièce exiguë doit présenter une porte qui s'ouvre vers l'extérieur. Pareil, une porte doit s'ouvrir vers un mur, pas vers le vide d'une chambre. Les joints de placo. Fais le tour de la maison après que le jointeur soit passé. Attends quand même au moins 3 semaines pour être certain que les joints soient secs. Un joint doit être terminé avec un enduit fin, pas un plâtre de Paris qui tire sur le jaune et qui sera impossible à poncer, mais un enduit de finition, doux au toucher et plutôt de couleur blanche. Vas-y, touche, n'aie pas honte. Caresse le mur. Tu caresses le mur et tu l'écoutes parler. Il doit te parler, il doit te dire gentiment que ça lui plaît. Oui, ça me plaît, Stéphane. Oh oui, caresse-moi encore. Même sans ponçage, il reste doux au toucher. Il doit être assez large, entre 50 et 80 cm. Utilise une lumière rasante. Ce qui est important, c'est de vérifier les manques. Les surplus pouvant être poncés, les manques fera refaire de l'enduit. Colle des bandes de scotch de couleur aux endroits à reprendre et appelle le jointeur. Si tu lui as pas encore tout payé, il devrait revenir. Attention, précision, avant que je me fasse flageller par les premiers jointeurs que je croiserai sur un chantier. Ne va pas coller des petits morceaux de scotch partout. Perds pas de vue que l'artisan, c'est ce qu'il fait et mieux que toi. Il n'est pas non plus ton outil de travail. Plus tu le prends de haut, pour parler simplement, plus tu le prends pour un con, et moins t'en tireras quelque chose. Réfléchis avant de faire ton gros con. T'as payé, certes, mais un artisan, C'est pas ton outil de travail. Vérifiez l'enduit derrière les portes. L'endroit le plus classique où le jointeur, sciemment ou pas, oublie de mettre de l'enduit sur les petites vis de placo, c'est derrière les portes. Surtout dans les pièces où il n'y a pas d'éclairage naturel et où la luminosité est faible, voire inexistante. Bon, à ce moment-là, c'est peut-être pas de sa faute, mais enfin, il n'est pas obligé de travailler non plus à la lumière d'une lanterne. Il existe des spots rechargeables. Conseil numéro 13, vérifiez les cadres. Les cadres de porte ou de fenêtre sont des lieux propices aux âneries. Le classique, c'est un surplus d'enduit qui a coulé partout. Appelle le jointeur. Aussi vrai qu'il n'est pas ton outil de travail, tu n'es pas le sien. Il n'a qu'à nettoyer sa merde. Les cadres de fenêtre doivent être
être mastiqué, de préférence avec un acrylique, et pas un silicone, qui ne se peint pas. Je parle du tour des cadres intérieurs, hein, pas à l'extérieur, c'est encore autre chose. Bon, le mastic est imputable au plaquiste. Si ça n'est pas lui, ça sera le peintre. Et si tu n'as pas de peintre et que tu ne l'as pas fait noter sur ton devis du plaquiste, ah bah tu l'as dans le cul. Présence de moisis. Alors la moisissure dans une maison neuve peut se manifester, en règle générale, de façon très timide, à certains endroits, près des fenêtres, etc. Ce n'est pas forcément très grave. Une maison sans électricité, donc sans VMC, qui reste fermée après la pose de chape liquide des chambres par exemple, peut laisser apparaître ce genre de désordre. Mais c'est du moisi de surface, un petit coup d'éponge très légèrement humide et un coup de chiffon sec, on ne verra plus rien. En revanche, un mur complètement moisi doit éveiller votre curiosité. La plupart du temps, ça sera derrière un cumulus rempli d'eau, sous un évier, un lavabo, près d'une douche ou dans un WC. Et plus largement, ça peut être n'importe où dans la maison si l'eau a été branchée à la maison ou l'appartement et qu'une canalisation sous la chape a pété. Il faut demander des explications et encore une fois se méfier si le vendeur est un particulier et non pas un professionnel de l'immobilier. Conseil numéro 15. Choisir un artisan en ayant vu son travail avant. J'aimerais pouvoir te donner les astuces pour repérer un bon artisan d'un escroc. Mais si ça se savait, il n'y aurait pas autant d'arnaques. Ceci dit, j'ai quand même vu quelques trucs surprenants. Le mec qui parle trop, qui se survend. Oh oui, vous inquiétez pas, je ferai comme si c'est pour chez moi. Alors moi, j'adore mon boulot, oh là là. Je viens en chantant le matin même, hein. Ah oui, j'ai été élu meilleur artisan de Saint-Sulpice-la-Pointe par la dépêche du Lauragais. Hein. Bon, Saint-Sulpice-la-Pointe, c'est pas dans le Lauragais, mais c'est pas grave. L'idéal est de faire affaire avec un artisan qui a déjà travaillé pour quelqu'un que tu connais. Ou alors, tu as pu observer son travail. Et pour être tombé sur la pire des tops des carleurs, alors qu'il m'avait été présenté par un copain, bah, je peux te dire que c'est pas forcément le top. On y reviendra après. Conseil numéro 16, ne jamais payer totalement un artisan. Il y a des règles, notamment pour le gros œuvre. La banque ne te versera l'argent qu'au fur et à mesure des appels de fonds, et donc de l'avancée des travaux. Mais ensuite, hormis la compte demandée sur le devis, tu n'es pas tenu de payer au fur et à mesure les artisans. Donc pas la peine de jouer le bon prince et de tout payer d'un seul coup. Laisse-le finir. Et quand il aura fini, tu pourras décider s'il y a besoin de faire des retouches ou non, et donc si tu payes ou pas l'artisan. Bon, toujours pareil, ne prends pas l'artisan pour ton outil de travail. Il y a aussi des lois, et tu ne peux pas retenir le paiement dû si les travaux sont terminés en bonne et due forme. Et justement, ça nous amène au prochain point. Conseil numéro 17, vérifie tes devis avant les travaux. J'aurais pu commencer par ça, mais comme tout amène à ce point, je terminerai avec. Un devis est un contrat. Il engage l'artisan à faire des travaux tels qu'annoncés dans ce devis, mais aussi le client à laisser accès au chantier à l'artisan et jusqu'à la fin, que ce dernier accomplisse les tâches numérées dans le devis. Donc vérifie tout. Ne demande pas des joints extra si le devis dit clairement finition C. Pareil pour la peinture, ne t'attends pas à des bandes à joints invisibles si tu ne l'as pas payé pour faire un ratissage dans toute ta baraque. Tout a un coût, mais rien n'est dû. Il faut que tout soit détaillé sur le devis. En cas de litige, c'est lui qui servira de référence pour la procédure judiciaire. Exemple vécu, le carreleur et aussi le façadier. On signe donc deux devis distincts, un pour le carrelage et un pour la façade. Il commence par le carrelage et c'est une horreur. Bon, faut dire que le carreleur n'avait plus de permis, qu'accessoirement il était ivrogne. Il venait un jour sur deux sur le chantier, se saoulait sur le chantier, on trouvait des bouteilles de Ricard derrière les échafaudages. Il faisait environ 2 mètres carrés de pause par jour et un carreau sur deux était une touche de piano. Après un mois de travail, il avait carrelé environ 50 mètres carrés. Flash Gordon. Bon, on le fout dehors et on refuse qu'il touche à notre façade. Quoi de plus normal? Ouais. Et on lui demande qu'il nous restitue la compte de la façade, parce que vu ce qu'il a fait au sol, on ne voudrait pas voir cette merde sur les murs extérieurs. Il refuse. Je suis dans mon bon droit, je vais porter l'affaire au tribunal. On explique bien tout, on a même un super avocat, lui a un avocat commis d'office, il n'est même pas au tribunal pour s'expliquer. Eh bien, malgré les devis et la constatation des malfaçons... Il n'a pas encore commencé l'extérieur? Non. Vous avez déjà signé le devis pour l'extérieur? Oui. Vous lui devez l'accès au chantier pour qu'il finisse les travaux. Autrement, il n'a pas à vous rendre la compte. Ok, d'accord. Et on s'est assis littéralement sur 3000 €. Bon, c'est un exemple comme il en existe tout un tas sur le net. Donc, prends garde à ton devis. En conclusion... La liste n'est pas exhaustive, mais c'est mon expérience qui parle là. Qui parle, mais c'est mon expérience qui parle. Nul doute que chacun ait pu tomber. Nul doute que chacun ait pu tomber. Si tu fais une faute de français sur chaque verbe, ça va pas le faire. Nul doute que chacun ait pu tomber sur un artisan malhonnête ou des travaux faits à la mort moelle-neu. Alors, si tel est le cas, bon, tu t'es fait baiser, autant partager ça en commentaire sous la vidéo. Pour finir, personne ne vous met l'arme sur la tempe. Une maison, c'est pas une baguette de pain. Prenez toujours le temps de réfléchir et ne démontrez jamais vos sentiments aux vendeurs. Ils n'attendent que ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao, ciao. Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit penter. Grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les 2 vidéos que je te propose là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est si mignon. Tu es mon seul espoir.